Ici Éric Giergal. Avec moi, vous écoutez CPAM, Radio Union à Montréal. Exactement 17h04. Nous avons en visuel avec nous Sophie Brière. Elle est professeure en management à l'Université Laval. Bon après-midi, Madame Brière. Bon après-midi à vous. Ça va bien? Oui, vous aussi? Oui, moi, ça va toujours bien, même quand ça va mal, professeur. Alors, dites-nous, dites-nous pourquoi les femmes médecins gagnent jusqu'à 105 000 $ de moins que les hommes médecins. Nous sommes en 2024, professeur. Alors, rapidement, je vous dis, avant de me poser la question, peut-être qu'elles travaillent moins, c'est à cause du fait qu'elles doivent laisser souvent pour une grossesse, pour une pause, etc. Mais on dit que non. Ben, moi, je dirais plutôt que oui. En fait, ce sont des raisons qui expliquent pourquoi elles gagnent moins. C'est très surprenant de voir ces chiffres-là. Tout d'abord, hein, on ne parle pas de quelques milliers de dollars, mais jusqu'à 100 000 $ de différence entre les hommes et les femmes, de un. Et de deux, on voit que ça touche toutes les professions. Donc, ce n'est pas un phénomène marginal. Toutes les spécialisations en médecine, il y a des écarts importants. Fait que là aussi, on voit que c'est pas un détail hein, dans cette analyse-là. Ce que les chiffres ne montrent pas, aussi ce que l'étude de l'article du Journal de Montréal ne montre pas, c'est que les femmes sont aussi sous-représentées dans les spécialisations les plus payantes, hein, les plus rémunératrices, comme les professions de chirurgien ou d'anesthésiste et tout ça. On a vu qu'il y avait quand même des écarts entre les spécialisations. Et là où les femmes devraient être les mieux représentées, hein, médecins de famille, gynécologie, parce que c'est là qu'elles sont en majeure partie, là encore, elles n'ont pas des salaires. Donc, ça a été très surprenant pour moi comme chercheur sur toute la ligne. Maintenant, qu'est-ce qui explique ça? S'il y avait juste une raison, ça serait pas un phénomène complexe. Et ça serait résolu, hein? Ça serait résolu. Ouais. Vous avez un bel exemple de ce qu'on appelle dans notre jargon, mais on parle beaucoup de ça dans les médias aussi, c'est la discrimination systémique. Hein? Donc, qu'est-ce qui explique, comme vous le dites, en 2024, il n'y a personne qui se lève un matin en disant « Moi, je vais moins payer les femmes. Hein? » Ça, c'est personne. On ne jette pas la pierre à personne. Et c'est vraiment des barrières structurelles hein, qui font que, bien, comme vous le dites, peut-être que la rémunération à l'acte va faire en sorte que les femmes, bien, quand elles travaillent moins, bien, elles gagnent moins. Pourquoi elles travaillent moins? On peut prétendre ou on peut penser que c'est par choix. Hein? Souvent, on entend c'est un choix individuel. Mais est-ce que vraiment les femmes ont le choix? Puis la conciliation travail-famille, c'est un bon exemple. Ou quand on doit, hein, on a des enfants, bien, très tôt, on le voit dans la carrière, on doit faire des choix. Puis bien souvent, bien, c'est la femme, hein, on le sait, qui va rester plus longtemps en congé, même s'il y a de plus en plus de congés de parentalité maintenant. Et on a un enfant, deux enfants, trois enfants, et là, ça s'accumule, hein, la charge, et là, on travaille moins d'heures. Et c'est ce qui fait en sorte que, bien, au bout du compte, on est moins rémunéré. Et ça, on le voyait, on a fait des études, nous, dans les facultés de médecine, notamment ici à l'Université Laval. Puis on le voyait déjà, les étudiantes nous disaient, je ne sais pas si je vais avoir des enfants ou je ne sais pas si je vais me spécialiser parce que ça va me demander encore des études. Et là, ça va être très difficile pour moi de concilier les deux. Donc, on le voit que c'est vrai que c'est un phénomène, un des phénomènes qui explique là, cette situation. Mais moi, la difficulté que j'ai, c'est de qualifier le phénomène de discrimination systémique, compte tenu qu'il y a un état de fait qui va porter la femme à vouloir prendre une pause pour procréer, pour élever la famille, tout ça. Ce qu'on n'a pas du côté des hommes. Mais c'est un état de fait et
D'ailleurs, je pense qu'à un moment donné, les femmes ont changé de tactique de manière générale à prendre leur carrière, à mettre la carrière un peu presque sur le même plan que la famille, dans certains cas. Parce Mhm. qu'avant, la femme accordait priorité d'abord et avant tout à la famille. Ben oui, c'était la séparation. Je ne sais pas si elle accordait la priorité, mais en tout cas, c'était la séparation du travail, hein. Comme ça, l'homme, la femme restaient à la maison, hein. Historiquement, on le Oui, sait. ouais. Puis ça a été vrai dans le cas des médecins. Il y a beaucoup de femmes médecins. En tout cas, il y a quelques femmes médecins qu'on a rencontrées qui nous ont dit, ben, il y a beaucoup d'hommes médecins que leur femme est à la maison pour s'occuper des enfants. Donc, c'est sûr qu'historiquement, c'est un modèle, hein, qui était instauré au Québec. Et là, ça change de plus en plus avec les femmes qui arrivent sur le marché du travail. Vous avez raison de dire on ne changera pas le fait que ce sont les femmes qui accouchent des enfants. Mais sachant cela, comment, comme organisation, on peut réfléchir, sachant que ça peut les pénaliser en termes de rémunération, en termes de progression de carrière, quelles pratiques organisationnelles pouvons-nous modifier qui va faire en sorte que ben, les femmes ne seront pas pénalisées au point de vue salarial, ou même les jeunes papas éventuellement, qui, hein, on le voit, ce que les femmes vivent maintenant, les jeunes pères vont le vivre aussi avec les congés parentaux. C'est certain qu'il va y avoir aussi des écarts parce que faut choisir entre sa carrière et le travail, et là, ça devient difficile. Et des fois, ben, c'est ça, on met de côté un peu sa carrière ou ses disponibilités de travail. Mais on ne devrait pas avoir à choisir ça. Et je pense que on met beaucoup le fardeau sur les femmes en disant, ben, c'est à vous de voir comment vous pouvez travailler plus. Est-ce que vous passez plus de temps avec les clients, les patients, patientes? Mais la réflexion, pour moi, elle doit être collective comme organisation, comme système, hein. J'ai vu que la Fédération des médecins allait se pencher là-dessus. Et la question qu'il faut se poser, c'est comment on peut résoudre ça ou du moins atténuer cet effet-là avec toutes les parties prenantes, hein, qui sont présentes. On me disait entre autres que les actes que font les femmes sont moins rémunérés que les hommes aussi. Donc, tu sais, c'est toutes des choses comme ça, tu sais, comme par exemple une vasectomie versus un autre acte. Donc, c'est peut-être tous ces éléments-là qu'on doit regarder, puis on peut se dire, qu'est-ce qu'on peut changer? Puis ça va faire en sorte que ça va améliorer cette situation-là. On l'a vu, on a un équivalent dans le milieu juridique, hein. Je ne veux pas changer de sujet, mais on a travaillé beaucoup dans les cabinets juridiques et c'est la même situation. Les femmes sont majoritaires dans les facultés de droit. Quand on arrive dans le marché du travail, elles gagnent moins et elles ont moins de postes d'associés. Pourquoi? Parce qu'elles sont rémunérées, sont facturées. Les cabinets juridiques facturent eux aussi à l'heure. Donc, ce système-là, au lieu d'être des salariés, ben, fait en sorte que plus tu travailles, plus tu vas gagner de l'argent, puis plus tu vas être nommé à des postes. Parce que c'est comme ça qu'on nomme les associés, c'est les heures facturables et c'est l'argent rentré. Donc, c'est la même chose pour la médecine. Donc, des fois, c'est de se dire, est-ce que ce mode de rémunération-là ou de facturation défavorise un groupe? Et là, on le voit ici que c'est une question. Je ne dis pas que c'est le cas de façon absolue. Je ne suis pas dans le milieu de la médecine, mais je pense que c'est une question qu'on doit se poser dans ce secteur-là. Évidemment, moi, je côtoie beaucoup le petit monde. Quand on parle de salaire touchant les 300 000, 500 000 dollars, je me dis, bon, on parle de misère des riches et tout ça, là, mais rapidement, on peut comprendre qu'effectivement, il y a quelque chose à regarder, étant donné qu'il y a des conséquences sur la fin de la carrière de cette personne qui a moins été rémunérée par rapport à l'autre qui a les mêmes fonctions et qui a été un peu plus rémunérée et qui gagne une pension en bout de ligne supérieure par rapport à l'autre. Ben, vous avez raison, hein. Il y a des gens qui m'ont dit les médecins sont bien rémunérés, donc c'est pas un enjeu, c'est vrai. Les femmes nous disaient aussi, nous, on n'ose pas parler de ça parce qu'on est déjà des privilégiés de la société. Et vous avez raison, ces femmes-là ont plus de moyens, hein, que vos gens, que des personnes immigrantes qui arrivent ici, qui n'ont pas de réseau, qui n'ont pas tu sais, des salaires aussi importants. C'est certain que ces femmes-là trouvent hein, engagent du personnel, tu sais, sont capables de payer des repas préparés. Donc, c'est sûr que c'est une situation, tu sais, qui est unique à cette catégorie d'emploi-là, puis que ça, on pourrait dire c'est quand même des privilégiés, c'est le cas. Mais en même temps,
si on accepte la discrimination dans une profession, ben on va l'accepter dans toutes les autres. Donc, ce que je vous dis pour les médecins, c'est vrai pour les avocates, c'est vrai pour les femmes policières, c'est vrai aussi pour toute autre catégorie d'emploi. On l'a vu, l'équité salariale, hein, c'était pas juste, on l'a fait pour les gardiennes dans les CPE, là, alors le personnel de garderie dans les CPE qui gagnait beaucoup moins que, par exemple, des gens qui gardaient les eaux et tout ça, donc des animaux. Donc, c'est un exemple, mais on l'a vu que ça touche toutes les catégories d'emploi, ces déséquilibres-là, puis ces obstacles systémiques qui font que ben, il y a des écarts entre les salaires des hommes et des femmes, mais vous l'avez bien dit, entre les autres groupes aussi historiquement marginalisés. Hein. Cette étude-là ne parle pas, par exemple, peut-être des médecins, des personnes racisées ou des personnes, des gens des premiers peuples et tout ça. D'après moi, on est vraiment dans un groupe quand même assez homogène de personnes, mais si on creuse plus loin, on va voir que ça va toucher encore plus, euh, plus durement peut-être d'autres catégories de personnes avec d'autres expériences de vie. Donc, je pense que c'est une illustration. On peut dire, ben, ils sont déjà chanceux, on s'en occupe pas, mais je pense que si on fait ce qu'on va faire pour les femmes médecins, va probablement aider toutes les autres personnes de d'autres catégories d'emploi ou de d'autres professions aussi, quand on réfléchit collectivement à ces choses-là. Évidemment, tous les problèmes sont dans la nature, toutes les solutions sont aussi dans la nature, mais dans ce cas-ci, j'ai énormément de difficultés à voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Je calcule dans ma tête, est-ce qu'on pourrait faire en sorte que le même acte posé par une médecin par rapport au médecin soit rémunéré de manière plus élevée que quand c'est une femme qui pose l'acte pour pouvoir équilibrer en bout de ligne, c'est non. Mais par contre, sur le plan personnel, on a déjà vu dans certains cas de famille, n'est-ce pas, dans la famille, eh bien, on peut décider que c'est l'homme qui va prendre une pause, donner une pause à sa carrière pour pouvoir permettre à sa femme de continuer à travailler et élever les enfants pendant 1 an, 2 ans, je ne sais pas moi. Mhm. C'est sûr qu'il y a des choix familiaux à faire. Hein. Ça regarde chaque famille. Je pense que ça regarde chaque personne. Moi, dans mes domaines de recherche, je suis plus dans le domaine organisationnel. Donc, je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire comme environnement de travail? Puis, ce sont les gens du milieu qui vont trouver les solutions. Je pense qu'il faut parler aux femmes médecins, il faut parler aux hommes médecins, il faut parler aux dirigeants, aux dirigeantes d'organismes dans ce secteur-là, d'hôpitaux ou de syndicats, le Collège des médecins, tout ça. Je pense que c'est eux qui vont trouver leurs solutions dans leur contexte. Mais certainement que de regarder la facturation à l'acte, hein, ça, c'est certain que on a vu dans d'autres provinces, ils ont changé ce mode-là et on le voit que ça devient beaucoup. Hein. Mais là, on s'entend que ça va peut-être enlever des privilèges à certains, ça va peut-être changer la façon dont on va rémunérer les médecins. On touche à des grosses choses. Hein. Alors, c'est pas facile. C'est beaucoup plus facile de dire aux femmes, ben, arrangez-vous, ou vous travaillez moins, ou vous êtes moins, que de regarder un système et de dire, hey, peut-être qu'on devrait revoir notre mode de facturation, ou peut-être qu'on devrait revoir d'autres choses dont moi, je ne suis pas une spécialiste parce que je ne travaille pas dans ce secteur-là. Mais je pense qu'en parlant aux gens, on peut trouver des pratiques pour modifier. Je vais vous en donner un exemple. Quand on a parlé aux étudiantes en médecine, elles nous disaient, nous, on n'ira pas dans certaines spécialisations parce qu'on nous demande trop de stages, hein, des fellows qu'on appelle, à l'étranger. Et il y a des gens qui disaient, est-ce que c'est encore nécessaire, par exemple, de faire tous ces stages-là à l'étranger, de déraciner sa famille, de 6 mois en 6 mois, pour des gens qui veulent avoir une famille puis que c'est très compliqué? Est-ce qu'avec les moyens à distance, il n'y aurait pas des choses qu'on pourrait... Voyez-vous, alors, c'est un exemple de pratique sur lequel on doit réfléchir. Puis si on changeait cette pratique-là, bien, ça ferait peut-être en sorte qu'il y aurait plus de femmes qui iraient dans certaines spécialisations ou des gens qui veulent avoir concilié famille-travail ou qui n'ont pas les opportunités de voyager puis de changer. Donc, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais c'est une réflexion qu'on peut apporter. Et c'est ça que les autres organisations qui ont changé, qui ont eu une progression, parce qu'il y en a hein, qui sont plus équitables au niveau des salaires, que les progressions de carrière sont. Bien, ils ont réfléchi à ces choses-là. Donc, des fois, ça peut être le recrutement, des fois, ça peut être des éléments dans la culture organisationnelle aussi. Hein, de se faire dire, ben là, toi, tu es une femme, tu passes trop de temps avec tes patients, patientes, on sait bien que tu préfères t'occuper de tes enfants.
sais, des fois, il y a des choses qui se disent aussi, puis, tu sais, il faut revoir ça. Tous les horaires de travail, les façons de rémunérer, l'approche avec la clientèle. En tout cas, bref, ce sont des exemples là, qui peuvent être présentés pour ce secteur-là, puis pour d'autres secteurs. Mais on sait qu'une femme va rester une femme, un homme va rester un Absolument, homme. absolument. Ça, Mais vous savez qu'on a 9 mois pour prévoir l'avènement d'un enfant. C'est pas nouveau, hein? Donc, on le sait que ça va arriver, puis on le sait qu'il va avoir des soins à prodiguer. Donc, tu sais, je pense que on peut la même planifier. chose se pose quand quelqu'un tombe malade, hein? On doit le remplacer, cette personne-là. Alors, des fois, on est à la dernière minute, mais on sait ce qui va arriver dans le cas de la maternité. Je pense qu'on peut Absolument. réfléchir là-dessus. Professeur Sophie Brière, professeure en management à l'Université Laval. Je vous remercie, Madame Brière, d'avoir pris du temps pour nous, Madame. Ça m'a fait grand plaisir. À la À prochaine. la prochaine. Au Au revoir. revoir.